Bienvenue dans ce 6e épisode de Révision du français pour le brevet. Aujourd'hui, nous allons parler du théâtre classique. Ce chapitre est très important parce qu'il permet de comprendre à la fois un genre littéraire et un art du spectacle. Le théâtre n'est pas seulement un texte écrit dans un livre, c'est un texte fait pour être joué, entendu, regardé. Une pièce existe pleinement quand des acteurs lui donnent une voix, un corps, un rythme, un espace. Lire du théâtre, c'est donc toujours imaginer une scène. Le théâtre classique désigne surtout le grand théâtre français du XVIIe siècle, avec trois noms incontournables: Corneille, Molière et Racine. Corneille est associé au grand conflit de l'honneur, du devoir et de l'héroïsme. Molière est le maître de la comédie, de la satire sociale, des ridicules humains. Racine est le grand dramaturge de la tragédie passionnelle, où les personnages sont pris dans des forces qui les dépassent. Ces trois auteurs sont différents, mais ils appartiennent à un même grand moment de l'histoire littéraire: le classicisme. Le classicisme recherche souvent l'ordre, la clarté, la mesure, l'efficacité, la vraisemblance. L'œuvre doit plaire, mais elle doit aussi instruire. Elle doit toucher le spectateur sans le perdre dans un désordre confus. Elle doit représenter les passions humaines, mais en les organisant dans une forme maîtrisée. Cette idée est essentielle. Le théâtre classique n'est pas un théâtre froid ou figé, c'est un théâtre de passion très forte, mais contenu dans une construction rigoureuse. Plus la forme est maîtrisée, plus les conflits intérieurs peuvent devenir intenses. Une pièce de théâtre se reconnaît d'abord à sa forme, elle est composée de répliques, les personnages parlent directement. Il n'y a généralement pas de narrateur pour expliquer longuement ce qui se passe. Les informations passent par les paroles, les gestes, les entrées, les sorties, les silences, les didascalies. Les didascalies sont les indications scéniques données par l'auteur. Elles peuvent préciser le lieu, les mouvements, le ton, les destinataires, les attitudes. Dans le théâtre classique, elles sont souvent moins nombreuses que dans le théâtre moderne, mais elles restent importantes. Elles rappellent que le texte est destiné à la représentation. Une pièce est souvent divisée en actes et en scènes. Un acte est une grande partie de la pièce. Une scène change généralement quand un personnage entre ou sort. Dans la tragédie classique, on trouve très souvent 5 actes. La comédie peut être plus souple. Elle peut être en un acte, 3 actes ou 5 actes, en vers ou en prose. Il ne faut donc pas appliquer les mêmes règles mécaniquement à toutes les pièces. Mais il faut savoir que le théâtre classique aime les formes structurées, parce que cette structure permet au spectateur de suivre la progression du conflit. Le théâtre repose sur une situation dramatique. Un personnage veut quelque chose, mais un obstacle l'en empêche. Cet obstacle peut être extérieur: un père, un roi, un rival, une loi, un mariage imposé, une interdiction. Il peut aussi être intérieur: la peur, la passion, la jalousie, l'orgueil, la culpabilité, le devoir. Une scène de théâtre est intéressante quand les personnages ne parlent pas seulement pour échanger des informations, mais pour agir les uns sur les autres. Au théâtre, parler, c'est souvent séduire, convaincre, menacer, cacher, avouer, manipuler, supplier, accuser ou se défendre. C'est pourquoi la double énonciation est une notion très utile. Au théâtre, un personnage parle à un autre personnage, mais en même temps, ses paroles sont entendues par le public. Par exemple, quand un personnage ment à un autre, le spectateur peut parfois connaître la vérité. Cela crée du comique, de la tension ou de l'ironie dramatique. Le théâtre joue constamment avec ce double destinataire. Ce qui est dit dans la scène circule aussi vers la salle. Même quand un personnage semble parler seul dans un monologue, il révèle au public ses pensées, ses hésitations ou ses passions. Le monologue est justement un moment important. Un personnage seul en scène parle à voix haute. Dans la réalité, on ne formule pas toujours nos pensées ainsi, mais au théâtre, le monologue permet d'ouvrir l'intériorité du personnage. Il montre un dilemme, une souffrance, une décision difficile. Dans la tragédie, le monologue peut faire entendre un conflit entre amour et devoir, passion et raison, désir et culpabilité. Dans la comédie, il peut révéler une obsession ridicule, une peur, une stratégie. Il existe aussi l'aparté. Un personnage prononce quelques mots que les autres personnages sont censés ne pas entendre, mais que le public entend. L'aparté crée souvent une complicité avec le spectateur. Le théâtre classique est fortement lié à certaines règles. Les plus connues sont les 3 unités: unité d'action, unité de temps et unité de lieu. L'unité d'action signifie que la pièce doit se concentrer sur une intrigue principale. L'unité de temps demande que l'action représentée se déroule dans une durée limitée, souvent autour de 24 heures. L'unité de lieu demande que l'action se déroule dans un même espace ou dans un espace très resserré. Ces règles visent à renforcer la vraisemblance. Le spectateur doit pouvoir croire à ce qu'il voit, ou au moins l'accepter comme cohérent. Mais attention, ces règles ne sont pas tombées du ciel et elles n'ont pas toujours été appliquées de manière identique. Elles se sont imposées progressivement et elles ont été discutées. La querelle du Cid en 1637 montre justement que les règles du théâtre étaient au cœur des débats. La vraisemblance est une autre notion fondamentale. Une action vraisemblable n'est pas forcément une action qui s'est réellement produite.
C'est une action que le public peut juger crédible dans le cadre de la pièce. Le théâtre classique préfère souvent une vérité organisée à une accumulation d'événements invraisemblables. Même si une histoire vient de l'Antiquité ou d'une légende, elle doit être construite de façon à paraître acceptable aux spectateurs. La vraisemblance ne veut donc pas dire réalisme absolu, elle signifie plutôt cohérence, clarté, crédibilité dramatique. La bienséance consiste à éviter ce qui choque trop fortement le public ou ce qui paraît contraire aux convenances. Dans la tragédie classique, par exemple, les morts violentes sont souvent racontées plutôt que montrées directement sur scène. On ne montre pas tout, on suggère, on rapporte, on fait imaginer. Cela ne rend pas le théâtre moins fort. Parfois, c'est même l'inverse. Un récit peut être plus impressionnant qu'une action représentée directement. La bienséance oblige le théâtre à transformer la violence en parole, et cette parole peut devenir très puissante. La tragédie est l'un des deux grands genres du théâtre classique. Elle met en scène des personnages de rang élevé, rois, reines, princes, princesses, héros mythologiques ou historiques. Les enjeux sont graves. Amour interdit, devoir politique, honneur familial, vengeance, pouvoir, mort, destin. La tragédie cherche à émouvoir profondément. Elle montre des personnages pris dans une situation presque impossible. Ils savent souvent ce qu'ils devraient en faire, mais leur passion, leur passé, leur naissance, les dieux, la politique ou la fatalité les empêchent d'agir librement. Chez Corneille, les personnages sont souvent confrontés à un dilemme héroïque. Dans le Cid, Rodrigue aime Chimène, mais il doit venger l'honneur de son père en combattant le père de celle qu'il aime. Le conflit est terrible. S'il ne venge pas son père, il perd son honneur. S'il le venge, il détruit son amour. Corneille aime ces situations où le personnage doit choisir entre deux valeurs également fortes. L'héroïsme cornélien naît de cette tension. Le héros est grand parce qu'il accepte de se dépasser, de souffrir, de sacrifier une part de lui-même au nom d'un devoir plus haut. Chez Racine, la tragédie prend souvent une forme plus intérieure. Les personnages sont déchirés par des passions qu'ils ne maîtrisent pas. Dans Phèdre, l'héroïne est consumée par un amour interdit pour Hippolyte, le fils de son mari Thésée. Elle sait que cet amour est coupable, elle en souffre, elle cherche à le fuir, mais elle ne peut pas l'effacer. La tragédie racinienne montre la violence de la passion, de la honte, du silence, de l'aveu, de la culpabilité. Les personnages ne sont pas seulement menacés de l'extérieur, ils sont menacés par eux-mêmes. Il ne faut pas croire pour autant que la tragédie se résume à des personnages qui meurent. La mort est fréquente, mais le cœur du tragique est plus profond. Le tragique naît quand un personnage est pris dans une contradiction insoluble, quand aucune solution n'est vraiment heureuse, quand le choix lui-même devient souffrance. Dans Bérénice, par exemple, Racine construit une tragédie autour de la séparation et du renoncement plus que du sang. Le tragique peut donc venir d'une mort, mais aussi d'un sacrifice, d'une impossibilité, d'une parole qui arrive trop tard. La comédie, elle, vise d'abord à faire rire ou sourire, mais elle n'est pas seulement faite pour divertir. Dans le théâtre classique, la comédie corrige les mœurs en exposant les ridicules. Elle montre les défauts humains, l'avarice, l'hypocrisie, la vanité, la jalousie, la crédulité, la prétention, l'obsession, le pédantisme, l'autoritarisme. Molière est le grand maître de cette comédie. Ces personnages sont drôles parce qu'ils sont excessifs, mais ils sont aussi inquiétants, parce que leur défaut peut faire souffrir les autres. Dans l'Avare, Harpagon est obsédé par l'argent. Son avarice est comique par ses excès, ses cris, sa peur permanente d'être volé, son rapport presque amoureux à sa cassette. Mais cette obsession a des conséquences cruelles. Il sacrifie le bonheur de ses enfants. Il veut décider de leur mariage selon son intérêt. Il transforme toute relation humaine en calcul. Le rire révèle donc une violence familiale. Chez Molière, le comique n'est pas toujours léger. Il peut être très sombre. Dans Tartuffe, Molière s'attaque à l'hypocrisie religieuse, ou plus précisément, à l'imposture d'un faux dévot qui utilise les apparences de la piété pour prendre le pouvoir dans une maison. Tartuffe trompe Orgon, manipule la famille, convoite Elmire, cherche à obtenir les biens de son hôte. La pièce a suscité de fortes résistances et a connu une histoire de censure avant d'être autorisée dans sa version définitive. Cela montre que la comédie peut être dangereuse. Faire rire d'un vice social ou religieux, c'est aussi le dénoncer publiquement. Dans Le bourgeois gentilhomme, Molière se moque de Monsieur Jourdain, un bourgeois qui veut imiter les nobles et qui devient ridicule à force de vouloir paraître ce qu'il n'est pas. La pièce critique le snobisme, l'obsession du rang social, le désir de distinction. Dans Les femmes savantes, Molière attaque certaines formes de pédanterie et de prétention intellectuelle. Dans Le malade imaginaire, il se moque de la peur de la maladie et de certains médecins de son temps. Chaque fois, la comédie part d'un défaut, l'amplifie, le met en scène et le rend visible.
Il existe plusieurs formes de comique. Le comique de geste repose sur les mouvements, les coups, les chutes, les mimiques, les poursuites. Il vient en partie de la farce. Le comique de mots repose sur les jeux de langage, les répétitions, les malentendus, les insultes, les déformations. Le comique de situation naît d'un quiproquo, d'un déguisement, d'une surprise, d'un personnage caché, d'un retournement. Le comique de caractère vient du défaut dominant d'un personnage, l'avare, le jaloux, le misanthrope, le malade imaginaire. Le comique de mœurs critique les habitudes d'une société, les mariages arrangés, la médecine, la fausse dévotion, la mode des salons, l'obsession de la noblesse. Pour analyser une scène de Molière au brevet, il faut donc se demander de quoi on rit, mais surtout pourquoi on rit. Le rire vise-t-il un personnage, un défaut, une situation sociale, une manière de parler, une illusion, une hypocrisie? Et ce rire est-il simplement joyeux ou bien critique, cruel, inquiétant? Une bonne réponse ne dit pas seulement «cette scène est drôle». Elle explique les procédés du comique et la critique qu'ils permettent. Le théâtre classique repose aussi sur la parole comme action. Un aveu peut bouleverser toute une pièce, une promesse peut enfermer un personnage, une accusation peut détruire une réputation, un mensonge peut déclencher une catastrophe, une tirade peut convaincre ou impressionner. Une tirade est une longue réplique prononcée par un personnage. Elle permet de développer une émotion, un raisonnement, une stratégie ou une plainte. Dans la tragédie, elle peut donner une grande intensité à la souffrance. Dans la comédie, elle peut montrer l'obsession d'un personnage qui parle trop, qui se justifie, qui s'emporte ou qui se trahit. Il faut aussi être attentif au conflit. Dans une scène de théâtre, chaque personnage arrive souvent avec un objectif. L'un veut obtenir un mariage, l'autre veut l'empêcher, l'un veut cacher une vérité, l'autre veut la découvrir. L'un veut imposer son autorité, l'autre veut résister. Le dialogue devient alors un combat. Les mots remplacent les armes ou les préparent. Même dans une comédie, une scène peut être très tendue, parce que les personnages luttent pour dominer la situation. Le théâtre classique est donc un excellent terrain pour travailler l'argumentation. Les personnages défendent des points de vue, ils utilisent des arguments, des exemples, des menaces, des supplications, des flatteries, des raisonnements faux. Dans une tragédie, un personnage peut tenter de justifier un choix impossible. Dans une comédie, un personnage peut produire un raisonnement absurde qui révèle son ridicule. Pour le brevet, il faut apprendre à repérer les stratégies de parole. Convaincre, persuader, manipuler, séduire, intimider, avouer. Il ne faut pas oublier la représentation. Une scène peut changer de sens selon la manière dont elle est jouée. Un même personnage peut paraître plus comique, plus inquiétant, plus fragile ou plus violent selon le ton, les gestes, le rythme, les silences, le décor, les costumes. Le texte de théâtre contient des indices, mais la mise en scène les interprète. C'est pourquoi, quand une question vous demande d'imaginer une mise en scène, il faut penser concrètement où sont les personnages. Se regardent-ils? S'éloignent-ils? Parlent-ils vite ou lentement? Le ton est-il ironique, furieux, suppliant, froid? Le théâtre est un art du corps autant qu'un art de la parole. À retenir pour finir, le théâtre classique est un théâtre de la parole, du conflit et de la maîtrise. Il se développe surtout au XVIIe siècle autour de grands auteurs comme Corneille, Molière et Racine. Il cherche à plaire et instruire, à représenter les passions humaines dans une forme claire et efficace. La tragédie met en scène des personnages nobles confrontés à des conflits graves, souvent entre passion, devoir et fatalité. La comédie fait rire pour révéler les ridicules et critiquer les défauts humains. Les règles de vraisemblance, de bienséance et des trois unités donnent au théâtre classique sa rigueur, même si elles ont été discutées et appliquées diversement. Le jour du brevet, face à un texte de théâtre, demandez-vous toujours qui parle, à qui, dans quel but, avec quel obstacle et quel effet la scène produit sur le spectateur. Car au théâtre, une parole n'est jamais seulement une parole, c'est une action. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.